Bonjour, nous sommes le jeudi 27 février 2025 et je sors le nez dehors parce qu'enfin il y a une petite accalmie, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas, ce qui est rare chez nous. On est toujours là en train de sortir entre deux averses et là ces derniers temps il fait toujours froid. Autant on a une période, une journée de printemps, il faisait beau, et puis là d'un seul coup c'est à nouveau frisquet et donc je profite de cette éclaircie passagère pour faire un tour avec vous, parce qu'il faut marcher, il faut se dépenser un peu. C'est pas bon de rester à l'intérieur comme on fait là, à faire des vidéos là de nos clowns là, de nos clowns de service. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nombreux abonnés qui ont rejoint cette chaîne. Ils sont nombreux. Et donc, vous verrez, il y a des formats différents parfois. Il y a des vidéos évidemment courtes. Et puis, il y a des entretiens plus longs qui s'adressent à des gens qui ont de la patience, qui pendant que je blablate, ils font leur repassage, ils préparent leur cuisine, je ne sais quoi. Ils mangent, il y en a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont seuls. Donc je suis en leur compagnie le temps d'un repas. Et là, la vidéo dure 40 minutes. Alors je dis toujours, je le dis maintenant parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop long, mais c'est volontaire. Et c'est pas que c'est trop long, c'est que c'est comme ça. C'est un format particulier et on n'oblige personne à écouter. Et on n'oblige personne à écouter jusqu'à la fin. C'est ça la liberté. Donc c'est pas la peine de mettre un commentaire pour me dire que c'est trop long. C'est pas trop long pour certaines personnes, puisqu'il y en a qui écoutent jusqu'à la fin et que ça leur convient. Moi je pense à tout le monde. Je ne vais pas faire que des vidéos pushline sur des comportements ahurissants évidemment de notre classe politique. C'est marrant 2 minutes, mais ça suffit pas. Il faut aussi réfléchir aux choses plus essentielles de notre vie, et c'est donc ce que j'essaie de faire en tous les cas durant ces promenades. C'est parfois un peu, comme on dit, on dit comme ça, c'est un peu prétentieux de parler comme ça, mais on prend un peu de hauteur. Évidemment, des fois ça fait prétentieux de dire moi je prends de la hauteur. Voilà. Disons qu'on s'écarte un peu un moment des soubresauts de l'actualité pour faire une forme d'introspection qu'on appelle comme on veut, spirituelle ou pas, philosophique. Comme je dis à chaque fois, c'est pas grave, les étiquettes ça n'a pas d'importance. Je vous conseille une série, je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder chez vous des séries, ça dépend sur les chaînes, ça s'appelle Severance. C'est intéressant parce que parfois, vous savez, les séries ou des films sont comme des paraboles, ça ouvre des perspectives sur notre constitution, sur notre monde intérieur. Et c'est pas forcément dénué d'intelligence et de profondeur. Il faut bien raconter des histoires, et les histoires parfois ouvrent des portes, surtout aujourd'hui où on est hermétique au langage ancien, aux images anciennes, qui sont en général évidemment déracinées du contexte dans lequel elles ont été dites, puis en plus il y a le langage, la traduction, enfin c'est tout un merdier pour essayer de comprendre nos anciennes histoires, nos mythes. Alors aujourd'hui, la nouvelle mythologie qui nous parle, c'est la mythologie contemporaine. Et bon, ça passe à travers des œuvres, parce que les artistes sont parfois inspirés. Celui qui va écrire son script, celui qui va écrire son scénario, ou l'autre qui va écrire un roman, l'autre qui va raconter une histoire, bref. Et je crois beaucoup, moi, à l'inspiration des artistes. Et l'interprétation des comédiens est toujours intéressante quand on a affaire à de vrais comédiens. Parce qu'ils nous ouvrent des
ils nous ouvrent des voies qui font parfois écho en nous. Ils nous racontent une histoire, ils incarnent un personnage qui parfois nous bouscule un peu notre mental et ouvre une perspective autre. Et je trouve que cette série, Sévrance, elle est intéressante. Alors je vous l'explique très rapidement. Ils ont trouvé une méthode pour déconnecter les gens de leur personnage principal, et ils insèrent une puce dans le cerveau, et cette puce est déclenchée à chaque fois que ces gens travaillent dans une usine. Alors ils acceptent, c'est un contrat qu'ils ont avec cette société. Ils se rendent dans une usine, et dans l'ascenseur, il y a le switch qui est fait, je vais pas dire switch qui est fait, et la personnalité B s'exprime. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages dans l'homme. Il y a la personnalité A et la personnalité B. Alors ils appellent ça la personnelle extérieure. Elle vit normalement, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui a pris la décision de se faire opérer, c'est elle qui a pris la décision de faire ce travail. Et quand elle va dans l'entreprise, dans l'ascenseur, la personnalité A s'efface au profit de la personnalité B. Et ce qui fait que le corps transporte deux personnes distinctes. Et il joue un peu sur cette dualité. Et moi, ça m'a fait penser à la dualité intérieure, justement. Parce que je trouve que on touche à quelque chose, là. On touche à quelque chose d'important. Je regarde si je suis seul. Oui, je suis seul au monde, là. Et donc, dans cette histoire, il y a la vie distincte des deux. Il y a le personnage A qui rentre chez lui le soir, qui fait sa vie, qui fréquente ses amis, qui fréquente sa femme, qui a des enfants. Et tu as la personnalité B qui, dans l'entreprise, est occupée, alors c'est expérimental puisqu'il leur donne une occupation factice. C'est-à-dire ça ne sert à rien ce qu'ils font. Mais par contre, ils observent le comportement de ces personnalités B qui vivent dans une forme de petit microcosme et qui communiquent les uns les autres, qui créent des liens. Et en fait, les deux je dirais, ont des natures humaines, ont des comportements humains, mais sont distincts. Alors, dans ces deux configurations, il y a pas ce qu'on pourrait dire le mal et le bien. Le personnage A n'est ni bon ni méchant. Le personnage B n'est ni bon ni méchant. Il n'y a pas il y a rien qui les caractérise sous un angle moral. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont les deux cohabitent en une personne, mais ont des vies distinctes, ont des goûts distincts, ont presque une sensibilité distincte. Enfin, sont comme des étrangers en fait. Et vous voyez, ça fait penser à ce que je vous avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, à savoir une forme de cohabitation. Nous serions habités par deux personnes. Une qui est celle qui s'exprime mentalement, intellectuellement, qui prend position, et une autre qui serait en nous un peu comme un voyageur clandestin. Et moi, ça me plaît, ça. Pourquoi? Parce que je ressens ça en moi. Je ressens cette dualité. C'est pas une dualité entre le mal et le bien. C'est pas de cette dualité dont il s'agit. C'est d'une autre dualité. Et quand j'ai vu cette série, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a comme en nous un passager clandestin qui s'exprime d'une certaine manière, mais qu'on écoute très peu. Et on s'aperçoit, et c'est là où je vous avais parlé de l'âme, moi je crois que ça a à faire avec l'âme aussi, ce qu'on appelle nous l'âme. Et je crois que je pense en tous les cas, que les sciences occultes ont
essayé d'avancer sur ce terrain-là, ont essayé de comprendre la double nature de l'homme. Ça s'exprime parfois à travers la transe. Dans des pratiques anciennes, on faisait rentrer les gens en transe, et là, de coup, apparaissait quelque chose d'autre. Alors, puis dans tout ça, il faut faire des distinctions, parce que vous avez aussi la possession par un esprit, c'est encore autre chose. Il ne s'agit pas d'une possession. C'est encore autre chose, ça. Ça devrait faire partie d'un autre chapitre. Mais concernant la nature, notre propre nature humaine, elle est certainement constituée ainsi de deux faces. Il y aurait deux faces. On retrouve dans certaines gravures ou dans certaines sculptures, on retrouve cette idée des jumeaux, vous savez, de cette dualité intérieure, deux personnages qui en habitent un. C'est intéressant, ces pistes-là, parce que ça pourrait expliquer le conflit interne, le conflit qui existe chez l'homme. Et donc, il y a comme une négociation à faire intérieurement, une négociation, oui, entre ces deux aspects de nous. Et tant qu'on ne règle pas ça, on risque d'une certaine manière, on risque de se confronter, on risque d'en payer le prix, je dirais. C'est-à-dire de vivre dans une forme d'ignorance. Et cette ignorance, elle est souvent responsable de ce qu'on appelle les mauvais choix, les échecs, les difficultés. Parce que la particularité du double, c'est qu'il a moins... Il y en a un qui a une supériorité sur l'autre. Dans le film, c'est celui qui vit sa vie normale. Et celui qui est le passager clandestin, il vit sous la responsabilité de l'autre, qui peut couper à tout moment le contrat, qui peut supprimer le contrat, qui peut annuler le contrat et reprendre sa vie normale. Et du coup, l'autre, le personnage B, n'existe plus, est étouffé. Personnage B, il est confiné, son existence est confinée dans un cadre précis. Et aussitôt qu'on sort de ce cadre, c'est l'autre qui reprend le dessus. C'est-à-dire l'homme ordinaire, je dirais. Dans le film, dans la série, on s'aperçoit progressivement que le personnage B, les personnages B, parce qu'il y a plusieurs, ils sont plusieurs comme ça à avoir signé ce contrat et à se retrouver ensemble, on s'aperçoit qu'ils ont ils sont détachés des obligations de la vie ordinaire, c'est-à-dire ils n'ont pas d'objectif, il n'y a pas d'objectif financier, l'argent n'existe pas. Ils sont dans un univers où l'argent n'existe pas. Ils sont libres ils sont pas libres ils sont pas libres ils n'ont pas de liberté spatiale, ils sont pas libres dans l'espace où ils évoluent, il y a des contraintes, mais ils n'ont pas il n'y a pas la rivalité, il n'y a pas l'ambition, il n'y a pas tous ces facteurs-là. Et chez eux se développe une forme de sensibilité particulière que n'ont pas leurs personnages externes, les personnages A. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. D'une certaine manière, ils seraient presque plus heureux. Dans la mesure où ils n'ont pas toutes les contraintes que doivent avoir les personnages A, qui eux ont une vie matérielle, doivent payer leurs impôts, vivent leur vie dramatique en général, non épanouie. Le personnage B est un être nouveau qui naît à l'existence. Ils savent qu'ils ont
on leur a donné cette possibilité d'exister. Et ils sont adultes, mais ils sont comme des enfants. C'est-à-dire que on leur a permis d'éclore dans un univers restreint, mais ils découvrent. Ils sont en découverte. En tous les cas, c'est très intéressant. J'ai l'impression, en tous les cas, que notre vie, elle est balancée comme ça entre deux personnes qui nous habitent, ou entre deux formes de vie en nous. Et la forme de vie qui, évidemment, qui s'exprime là, c'est notre vie avec notre mental, notre intelligence, celle qui prend des décisions, celle qui décide d'aller faire ses courses, d'acheter des choses, de déménager, de choisir une maison, de travailler, de progresser dans son travail. C'est énorme ce que cette personne, cette partie de nous est obligée de faire pour survivre dans ce monde. Et il s'agit de survivre, donc il faut se battre, il faut manger, il faut courir à droite et à gauche, il faut se mettre en couple, il faut faire des enfants, il faut batailler dans sa famille, il faut naviguer entre joie et tristesse, entre bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles, entre conflits et réconciliation. C'est un travail énorme qu'on lui demande. En plus, l'autre, on lui demande aussi d'étudier, donc il étudie, il cherche à comprendre, mais il bute contre un mur, parce que la compréhension, il s'y prend mal pour chercher le mystère, il s'y prend mal pour percer le véritable secret. Il bute souvent devant de grosses difficultés. Et dans ce film, dans cette série, on voit le personnage A parce qu'il y a des fissures, évidemment, il y a des failles. C'est les failles qui sont très intéressantes, justement. Parce que dans cette série, dans la partie 2, il y a des failles. Il travaille sur les failles. C'est-à-dire, il commence à y avoir ça déconnecte, ça marche mal. Parce que normalement, le personnage B ne vit que dans son usine et le personnage A vit sa vie extérieure. Mais ils font des expériences. Parfois, le personnage B apparaît dans la configuration du personnage A. Et il découvre quel est son personnage A. Et il dit, mais merde, je suis ça. Oh, il tombe de loin. Donc ils essayent ils se servent de ces failles pour certains communiquer entre le A et le B. Ils essayent de trouver une communication. Mais c'est compliqué parce que quand il y en a un qui s'exprime, l'autre disparaît. Ça fait comme un vase communicant. C'est-à-dire, les deux n'arrivent pas à se... Donc il se produit des flashs, il se produit des césures comme ça. Mais c'est toujours un qui prend la place de l'autre ou l'autre qui prend la place du premier. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à être ensemble. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive à nous. C'est-à-dire, on n'arrive pas à être en contact avec l'autre partie de nous-mêmes. Pourquoi? On n'y arrive pas parce que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est pas possible? Oui, c'est peut-être possible, mais à condition de mettre en place certains protocoles. Et ces protocoles, peut-être que inconsciemment, peut-être que ce que faisaient les chamans, ou faisaient peut-être ces gens qui rentraient en transe, ou qui tout au moins rentraient avec une autre réalité, ils avaient peut-être cette faculté, mais après, c'est compliqué parce que c'est dans un registre traditionnel et en général, il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de croyances qui sont fausses en général autour de toutes ces expérimentations qui se faisaient un peu naturellement comme ça dans des pratiques païennes. On peut retrouver ça aussi dans nos religions. On peut retrouver ça dans le christianisme, on peut retrouver ça dans les rituels catholiques. Il y a de ça aussi. Il est question de ça aussi dans certains rituels catholiques. Mais pareil, tout a été déformé, transformé. On a perdu le fil de ces mécanismes-là qui se font intérieurement, où le personnage B prend la place du personnage A. Le rituel, c'est ça. La messe, c'est ça. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Quand les vêtements liturgiques sont là pour justement signifier qu'il y a une substitution du personnage et que le personnage A s'efface au profit du personnage B.
il y a cette dualité, si vous voulez, qui est mise en scène dans le rituel. Mais la mise en scène du rituel, elle n'est pas faite pour être un spectacle. C'est pour ça qu'on s'ennuie dans les rituels, les messes et tout ça. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on n'est pas partie prenante. Parce que le but du rituel, c'est qu'il y a une opération en nous qui se fasse. Si l'opération ne se fait pas en nous, si on ne perçoit pas cette opération-là, ça veut dire que le rituel n'est pas bien fait ou ne sert à rien. C'est là où j'en viens, où je dis la messe, malheureusement, n'est plus efficace. Parce que si elle était efficace, chacun sentirait en lui ce basculement se faire, et il y aurait un mode opératoire qui serait factuel, qu'on sentirait, qui serait matérialisé même. Et le fait que ça ne soit plus matérialisé intérieurement se transforme fatalement en une forme de... Soit on y va par superstition, et la superstition c'est anti-religieux, c'est anti-spirituel. La superstition c'est vraiment la faille, si vous voulez, c'est la bêtise, je dirais. Il n'y a pas de bêtise normalement dans la spiritualité ou la religion. Enfin la religion, ce qu'on appelle la religion, mais là aussi il faudrait spécifier les choses. La pratique religieuse, je dirais, qui est efficace, doit nous conduire à une vérification de la chose en nous. Et si elle ne se vérifie pas, c'est que on est dans si on y va, c'est qu'on l'est par superstition. La superstition ne vous mène à rien. Elle ne peut que vous mener à l'échec. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en réalité, il y a une sanction. Toujours d'ailleurs, il y a une sanction. Quand on se trompe, quand on fait erreur. Donc le principe, il est d'élaborer une forme de processus ou de protocole qui permettent justement au personnage B, je dirais, à l'autre, que je nommais dans un autre registre. Je parle de l'âme, mais si on parle de l'âme, on a des images de ça assez désincarnées et on pense que l'âme est une chose désincarnée. Et je pense que c'est une erreur de réfléchir comme ça. C'est toujours pareil, les mots qu'on utilise, surtout dans le milieu spirituel ou dans le monde spirituel, les mots sont tronqués. Les mots, si vous voulez, sont trompeurs. Et à chaque fois, on est marqué tellement par certains mots qu'on ne peut plus les utiliser parce qu'ils nous indiquent, ils nous dirigent vers une mauvaise compréhension des choses. Ils sont trop marqués culturellement. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on a besoin de désapprendre pour apprendre. On a besoin presque de régresser mentalement pour s'ouvrir intérieurement. Parce que si on reste arc-bouté sur notre intellect et notre mental, on ne peut pas progresser sur ces questions-là. On ne peut pas. C'est une compréhension qui n'est pas intellectuelle. C'est une compréhension qui est plus intuitive qu'intellectuelle. C'est pour ça que c'est très difficile de développer, de parler de ces questions. Parce que souvent, ça conduit à une mauvaise interprétation. Et quand il commence à pleuvoir, là. Il fait froid, hein, très froid. Hein. Ouh là là, c'est glacé. Je pensais qu'il y avait une amélioration au niveau de la température, c'est glacé. Alors voilà ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les petites vidéos que je traite de l'actualité avec une certaine ironie. Mais voilà, il y a plusieurs formats. Et chacun vient y chercher ce qu'il veut. Je vous souhaite, là c'est pas possible, je peux pas continuer parce que ça mouille et c'est pas agréable. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée et on se dit à bientôt.